Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis critique et paléontologique sur le documentaire Les derniers secrets de l'humanité, diffusé en août 2025 sur France Télévisions. Ces derniers secrets de l'humanité, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors déjà, un petit peu de contexte, c'est le dernier docu-fiction de Jacques Malater, mais aussi coécrit par Yves Coppens, donc c'est une des dernières œuvres que Yves Coppens nous aura laissées avant de nous quitter. Donc c'est un documentaire qui est important et qui a beaucoup été vendu par France Télévisions. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser de ce documentaire? Mon avis en quelques minutes, je le recommande, mais alors absolument pas, c'est un grand non. Et pour une raison très simple, qui est très rapidement cristallisée, tout à fait rapidement, au bout de 5 secondes en fait, c'est cristallisé. On nous montre au bout de 5 secondes un Homo erectus qui a des dents pourries. Et ça, il a vraiment le sourire Jacouille la fripouille, je veux dire, quand je dis qu'il a les dents pourries. Et quand on nous montre ça, moi tout ce que je vois, c'est un documentaire où les gens qui ont bossé dessus, soit n'ont jamais vu un crâne d'Homo erectus, soit en avaient rien à cirer et ont préféré céder au cliché des dents pourries. Et ça, du coup, ça veut dire que la science n'est qu'au second plan de cette histoire. Vous voyez, dans le docu-fiction, il y a la partie docu, il y a la partie fiction. Là, c'est au bout de 5 secondes, vous savez que le documentaire, c'est pas un documentaire, c'est avant tout une fiction. Alors vous allez me dire, disqualifier un documentaire juste parce qu'Homo erectus a les dents pourries, ça va peut-être un peu vite, mais non. Ce que je veux dire, c'est que c'est le plus gros symptôme. C'est le plus gros symptôme de ce documentaire, de ce qui va pas dans ce documentaire. Il y a plein d'autres choses qui vont pas dans ce documentaire, on va en parler dans le détail, mais surtout, il faut bien se rendre compte, c'est que les crânes d'Homo erectus, qu'ils viennent d'Afrique, de Géorgie ou d'Asie, ils ont tous des dents massives, gigantesques, super et surtout super belles, quoi. Sauf quand ils ont pas de dents préservées, évidemment, quoi. Et sauf pour le vieil individu de Dmanisi, donc l'Homo erectus de Géorgie, il y a un vieil individu âgé qui a évidemment perdu toutes ses dents parce qu'il était trop vieux. Mais sinon, à part ça, je veux dire, les Homo erectus, ils ont des dents qui sont impeccables, tous. Donc non, les caries, c'est pas un truc d'Homo erectus, c'est même pas un truc d'Homo sapiens archaïque, c'est même pas un truc de Cro-Magnon, les caries. Les caries, c'est un truc qui est apparu, qui est surtout apparu après le néolithique. Donc en réalité, non, faut vraiment, j'insiste, il faut vraiment soit n'avoir jamais vu un crâne d'Homo erectus, soit en avoir rien à cirer pour faire ça. Et l'un comme l'autre, c'est un problème quand on prétend vouloir faire un documentaire sur l'évolution humaine. N'avoir jamais vu un crâne d'Homo erectus, ou encore pire, en avoir rien à cirer du registre fossile, enfin, je veux dire, c'est quand même le minimum qu'on demande à quelqu'un qui fait un documentaire, d'en avoir quelque chose à cirer et d'avoir vu le matos, quoi. Bon, bref. Bon, voilà, mon avis en 3 minutes. Faut pas le regarder, c'est pas bon. La valeur éducative de ce documentaire est pas bonne du tout. Pas bonne du tout, et je ne le recommande absolument pas. Et en plus, il est pas si beau que ça. Il a un petit côté, il a un petit côté cheapos, il a un petit côté, il est pas visuellement très attirant comme documentaire. Bon, maintenant, rentrons dans la viande, rentrons dans la matière. Les bonnes idées avant tout. Homo erectus et Homo sapiens juste après lui, qui sont présentés dans ce documentaire. Donc c'est ça le gros sujet, c'est Homo erectus en Asie et Homo sapiens en Asie. Voilà, c'est vraiment le documentaire, il est axé là-dessus, et même pas dans toute l'Asie en réalité, c'est vraiment Homo erectus de Chine et de Java, et ensuite Homo sapiens en Chine. Donc c'est vraiment très très cadré en réalité. On ne parle pas par contre de l'homme de la caverne aux cerfs, qui est peut-être, qui a été rapproché d'Homo sapiens autant anatomiquement que par l'ADN, et qui vivait à peu près il y a 10 000 ans. Ça, ils en parlent pas. Le documentaire s'arrête à peu près il y a 30 000 ans, donc ça n'atteint pas le niveau où on parle de l'homme de la caverne aux cerfs qui date de 10 000 ans seulement. Donc ça n'est pas inclus. Ça aurait été intéressant de l'avoir, mais c'est pas inclus. Ce qui est inclus, c'est donc Homo erectus d'Asie et Homo sapiens d'Asie. Et alors, on commence avec un truc qui aura certainement choqué des gens, puisqu'on vit dans une période où ça va faire gueuler des gens de voir Homo erectus et Homo sapiens avoir un mode de vie, une organisation sociale matriarcale.
C'est expliqué dans le documentaire. Ils disent pourquoi ils font ça dans le documentaire, c'est parce que pour eux, Homo erectus ne savait pas qui était le père. Hein, quand il se reproduisait, il vivait dans des groupes où la femelle s'accouplait avec plein de mâles afin de brouiller les pistes. Homo erectus mâle ne sait pas qui est le père. Ce qui fait qu'en gros, tous les mâles sont obligés d'être sympas avec les femelles. Et donc ça, c'est la base. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur et l'évolution créée à la femme de Pascal Pic. J'avais fait une vidéo là-dessus où on parle de ça, justement, le fait que comment les organisations sociales, notamment matriarcales, patriarcales, matrilinéaires, patrilinéaires, etc., s'organisent autour de certains aspects biologiques, notamment la reproduction, et quand le mâle, chez les primates, quand les mâles ne savent pas qui est le père, en fait, la femelle a un ascendant sur les mâles, puisque tous les mâles sont obligés de faire attention à elle, autrement, leur progéniture pourrait mourir, puisqu'ils ne savent pas si c'est leur progéniture ou pas, justement. Donc il faut qu'ils fassent attention aux femelles. C'est pas la solution la plus parcimonieuse. Pareil, je l'avais expliqué dans le livre dans ma vidéo retour sur le livre de Pascal Pic. C'est pas la solution la plus parcimonieuse, c'est pas ce que Pascal Pic dit dans son livre. Lui, ce qu'il dit, c'est que quand on regarde les chimpanzés, quand on regarde les grands singes de manière générale, toutes les sociétés sont patriarcales, sauf celle du bonobo. Donc il y a très peu de sociétés matriarcales, évidemment, chez les êtres humains, et il y a très peu de sociétés matriarcales, y compris chez les chasseurs-cueilleurs. Donc en réalité, ça tomberait presque, cette idée d'avoir des sociétés matriarcales chez Homo erectus et Homo sapiens, ça tomberait presque sous la thématique du bon sauvage, dont je vais parler tout à l'heure, mais il y a des choses bien plus graves qui sont dites à propos du bon sauvage, donc je préfère le mettre dans les bonnes idées. C'est au moins, ils disent pourquoi ils en arrivent là, ce qui dans un docu-fiction, je le rappelle, ne va pas de soi du tout. Dire pourquoi on a pris une décision au niveau de la représentation de l'humanité, de l'évolution de l'humanité, ou de manière générale expliquer pourquoi on montre des choses dans un docu-fiction, c'est quelque chose qui arrive très très rarement. Donc voilà, je mets ça dans les bons points, même si comme je le dis, c'est pas forcément la solution la plus parcimonieuse. Ensuite, on a Homo erectus qui invente l'art. C'est vrai qu'on a tendance à associer l'art avec Homo sapiens, avec les gravures qui ont été faites à Blombos il y a 80 000 ans, avec l'art pariétal il y a 50 000 ans en Indonésie, et puis évidemment la grotte Cosquer, la grotte Lascaux, la grotte Chauvet qui est la plus ancienne, 37 000 ans. Donc c'est évidemment, l'art est associé à Homo sapiens, et notamment le Cro-Magnon européen. Eh bien non, c'est vrai qu'il y a des formes d'art beaucoup plus débattable, on est bien d'accord, et plus on s'éloigne d'Homo sapiens et plus ça devient débattable, puisqu'on perd le fameux principe d'actualisme. Une fois qu'on sort de notre espèce, on n'a plus de représentants modernes qui nous montrent ce qui peut être comparé à l'actuel ou pas. Mais là, on prend le parti, ce documentaire prend le parti de nous montrer Homo erectus qui invente l'art en faisant des gravures sur un coquillage, ce qui fait appel à un article qui est réellement sorti dans Nature, et je vous montre le coquillage en question avec les gravures. On nous montre quasiment exactement les mêmes gravures. C'est pas du tout le même genre de coquillage, dans le documentaire c'est un coquillage marin, puisque ça... Alors, on est à Java, ça c'est la bonne localisation, c'est Homo erectus de Java dans le documentaire et en vrai dans Nature. Par contre, on nous montre un coquillage marin dans le documentaire, c'est un coquillage d'eau douce dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est un coquillage qui a entre 500 et 400 000 ans. Dans le documentaire, ils disent 800 000 ans. Là, on double quand même quasiment... c'est même pas qu'on double, c'est qu'on rajoute quasiment un demi-million d'années à l'ancienneté de l'art, sachant que déjà de base, parler d'art chez Homo erectus, on est déjà du domaine du débattable. Donc, c'était pas forcément la peine de pousser ça à 800 000 ans, quoi. 500 000 ans, ça aurait largement suffi, ça aurait toujours été Homo erectus et ça aurait déjà été extraordinaire. Donc bref, mais c'est juste ça. Là, c'est un bon point parce qu'il y a de la littérature derrière. À 56 minutes du documentaire, on nous montre Homo longhi. Et c'est probablement la première et la dernière fois que vous verrez l'espèce
Homo longi, l'homme dragon, présenté en tant que tel. Parce que maintenant on sait, juste quelques semaines avant la sortie du documentaire sur France 2, quelques semaines avant, on apprenait que en fait Homo longi et Denisova, c'est la même chose. À partir de maintenant, quand on vous montrera Homo longi, on vous dira c'est Denisova. En tout cas, dans la sphère francophone, je pense que c'est la première et la dernière fois qu'on entendra parler d'Homo longi sans le rapporter à Denisova. Et je pense qu'on n'entendra même plus le mot Homo longi du tout, on dira juste Denisova. Quelques minutes après, on nous montre un stégodon nain, parce qu'on est sur l'île de Flores. Et sur l'île de Flores, il y a le nanisme insulaire, le stégodon nain, et il y a Homo floresiensis. Et alors là, très très bon point pour le documentaire, Homo floresiensis est représenté comme un humain. Donc il est joué par des acteurs qui sont des acteurs de petite taille, qu'on a maquillé pour qu'ils aient des grosses pommettes et des gros sourcils, des gros bourrelets susorbitaires et un léger prognatisme, mais globalement ce sont des acteurs humains qu'on a légèrement maquillés. Ce sont pas des singes, et ça c'est bien, parce que Homo floresiensis représenté quasiment comme un singe, c'est un peu trop commun et c'est probablement une erreur. C'est probablement une erreur parce que si on représente Homo erectus comme un humain, bah il y a pas de raison qu'on représente son descendant Homo floresiensis comme étant autre chose qu'un humain. Homo floresiensis représenté comme un singe, ça renvoie à cette vieille idée que Homo floresiensis ce serait, on sait pas trop comment, téléporté d'Afrique directement en Indonésie à partir d'un ancêtre australopithèque. Donc c'est bon, voilà, ça implique quand même une téléportation, hein, c'est pas forcément parcimonieux, et c'est plutôt abandonné aujourd'hui, hein, puisque maintenant on a quand même un beau registre fossile qui documente des formes transitionnelles entre Floresiensis et Homo erectus d'Asie, du continent. Homo floresiensis représenté comme un singe, ça évoque des théories cryptozoologiques aussi, c'est-à-dire voilà, les gens qui parlent d'un espèce de truc mi-humain, mi-singe qui se baladerait sur l'île de Flores, qui s'appelle l'Ebugogo. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur l'Ebugogo si vous voulez en savoir plus. Homo floresiensis représenté comme un humain, c'est bien. Voilà, juste pour en arriver là, c'est bien, j'aime beaucoup. On en reparlera un petit peu, il est peut-être limite trop moderne, ce Homo floresiensis, de par son comportement plus que par son aspect physique, mais il est peut-être limite trop moderne, mais ça on en reparlera dans les mauvais points. Et puis dernier bon point, dernière bonne idée de ce documentaire, la traversée d'Amérique, enfin la traversée vers l'Amérique, il y a 30 000 ans, qu'on a tendance traditionnellement à placer à 15 000 ans, mais qui, avec les découvertes de certaines nouvelles empreintes de pieds humains, définitivement humains au Nouveau-Mexique datées de 25 000 ans, bah par définition pousse effectivement la traversée du détroit de Bering à il y a au moins 30 000 ans. Passons maintenant au mauvais point, et le premier mauvais point qui à mon sens est un énorme problème dans ce documentaire, c'est que ce documentaire il fout les deux pieds, les deux mains dans le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage, c'est en gros quand on était chasseur-cueilleur, tout était mieux. Voilà, la vie d'un chasseur-cueilleur est parfaite, la société du chasseur-cueilleur est parfaite, tout le monde s'aime, tout le monde partage, tout le monde baise ensemble, c'est formidable. Le mythe du vent sauvage, c'est un peu le c'était mieux avant de l'extrême, si vous voulez. Là, dans ce documentaire, en fait, on a ce mythe du bon sauvage, surtout dans la conclusion. L'être humain vivait dans le respect de la nature et les valeurs de partage. Le respect de la nature et les valeurs de partage, alors que 20 minutes plus tôt, dans le documentaire, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça, c'est dans le documentaire, 20 minutes avant que cette phrase soit prononcée, hein, ils nous montraient des Homo sapiens tellement respectueux de la nature qu'ils avaient dégommé toute la forêt autour d'eux, et qui du coup se retrouvaient bien dépourvus quand la bise fut venue, parce que quand il s'est mis à cailler le cul et qu'il y avait plus de bois à brûlu, eh ben, il l'a eu dans le trululu. Ouais, c'est pas évident. Je me suis lancé dans une rime en U et ça a pas super bien marché, mais 20 minutes plus tôt, il nous montre vraiment une bande d'Homo sapiens suffisamment teubés pour avoir rasé la forêt, ce qui est une chose que Homo sapiens est suffisamment teubé pour faire, je suis d'accord. Mais donc nos Homo sapiens du Paléolithique rasent la forêt en forme de respect de la nature, non plus de bois pour se réchauffer une fois l'hiver venu, sauf que comme ces neuneux ont attendu l'hiver pour se rendre compte qu'il y avait plus de bois,
Et ben les Gugus, ils décident de migrer, bah oui, mais petit vieux, il peut pas migrer avec eux. Alors qu'est-ce qu'ils font dans leur respect, enfin dans leur valeur de partage? Bah ils abandonnent petit vieux. Donc on voit petit vieux crever, abandonné par les siens, parce que la nature, parce qu'ils ont pas respecté la nature. Donc non seulement la valeur de partage va te faire foutre, mais en plus la valeur de respect de la nature bah va te faire foutre aussi. Dommage. Il y a aussi le passage où il nous dit qu'Homo erectus en a rien à foutre des autres. Homo erectus, chez Homo erectus, nous dit le documentaire, c'est chacun pour sa gueule. Donc pareil, hein, tout en nous disant respect de la nature et valeur de partage. Hein. Surtout les valeurs de partage. Donc Homo erectus, c'est chacun pour sa gueule, mais en même temps, bah une fois de plus, faut pas avoir vu de fossiles d'Homo erectus pour dire ça, hein, parce que quand même Homo erectus, on a Dmanisi, hein, le site de Dmanisi, où dans un même trou on a retrouvé une population entière d'Homo erectus. Certains n'ayant plus de dents, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, je l'ai évoqué tout à l'heure, certains étant tellement vieux qu'ils n'ont plus de dents. Donc forcément, les autres devaient prendre soin de ce vieillard. On n'atteint pas un âge canonique pareil il y a 1,8 million d'années, hein, dans un monde peuplé de tigres à dents de sabre, on nous les montre hein, dans le documentaire, il y a des mégantéréons. Faut forcément prendre soin du papy là. Hein. Surtout que papy il peut plus mâcher, il a plus de dents. Donc il faut mâcher la nourriture pour lui, hein, la bouillie à l'époque, enfin la soupe, en l'occurrence à l'époque, ça se faisait avec la bouche, hein, fallait pré-mâcher les trucs et les donner à papy ensuite. Donc on n'atteint pas un âge canonique pareil quand on est un Homo erectus qui vit il y a 1,8 million d'années en Asie, sans un peu d'aide de ses congénères. Donc le chacun pour soi d'Homo erectus, faut vraiment rien y connaître en Homo erectus ou rien en avoir à cirer du registre fossile pour dire des choses pareilles. Voilà. Donc je rappelle hein, le problème majeur que j'ai avec ce docu-fiction. Bon, donc premier gros problème, le mythe du bon sauvage et l'absence de cohérence même autour du fait qu'on essaye de nous vendre le mythe du bon sauvage. Et le deuxième gros problème, c'est le multirégionalisme. Le multirégionalisme, qu'est-ce que c'est? C'est quand on dit que au lieu d'avoir tous les humains qui sont sortis d'Afrique, on dit que l'Homo sapiens d'Europe il a évolué à partir de le Néandertal, que l'Homo sapiens d'Afrique il a évolué à partir d'Homo ergaster et que l'Homo sapiens d'Asie il a évolué à partir d'Homo erectus. Donc c'est le modèle multirégional puisque Homo sapiens ne serait pas un groupe monophylétique avec un seul ancêtre en commun, ce serait un groupe polyphylétique avec plusieurs ancêtres, chacun venant d'une région du monde, en gros. Donc ça ce serait le modèle multirégional. Et évidemment, le modèle multirégional, il est mort et enterré depuis qu'on sait faire des analyses ADN, hein, puisque depuis qu'on sait faire des analyses ADN, c'est-à-dire depuis 1987, on sait que c'est d'Afrique que viennent tous les Homo sapiens. Voilà, le modèle Out of Africa a atomisé le modèle multirégional qui, de temps en temps, essaye de lutter un petit peu, en disant oui mais il y a quand même eu un petit peu d'accouplement avec Néandertal et avec Denisova. Oui, bah, ces accouplements avec les Néandertal et les Denisoviens, ils ont surtout eu lieu quand? À la sortie d'Afrique. Donc bon, ça, voilà, non, ça touche toujours pas au multirégionalisme. Et il y a une petite touche de multirégionalisme en plus qui est que il y a pas mal d'équipes en Chine qui essayent de ramener l'origine d'Homo sapiens en Chine. Parce que évidemment c'est toujours mieux d'avoir une origine d'Homo sapiens à la maison. Bref, le modèle multirégional, évidemment, si vous me proposez un documentaire qui se passe quasi exclusivement en Chine et un petit peu à Java, mais surtout en Chine, et où les Homo erectus et Homo sapiens sont joués par des acteurs chinois, là en l'occurrence ils sont pas seulement asiatiques, ils sont tous chinois, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir dans IMDb, ils sont joués par des acteurs chinois. Bon bah là, vous allez pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'il y aurait pas un message caché? Est-ce qu'il y aurait pas un petit message sous-jacent? Parce que bon, Homo erectus, vous me dites, il aurait le type asiatique. Je dis pourquoi pas, à 800 000 ans, 800 voire 500 000 ans, Homo erectus, ça fait déjà un gros million d'années qu'il est sorti d'Afrique. Hein. Homo erectus, il a fait sa sortie d'Afrique, il a eu le temps de s'adapter. Pourquoi pas une évolution convergente vers un type asiatique? Allez, pourquoi pas. Quand vous me présentez Homo sapiens à 100 000 ans, fraîchement sorti d'Afrique, qui arrive en Chine et qui a déjà la face plus noire, parce que Homo sapiens sortant d'Afrique était noir,
Il était pas noir comme les gens le sont en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est vrai, mais ils étaient noirs quand même. Pas, pour nos standards à nous, on les aurait appelés noirs. Donc on a des analyses génétiques qui le montrent. C'est pas seulement une idée ou une théorie, on a vraiment les analyses génétiques qui le montrent, et ils avaient pas de raison de s'éclaircir plus que ça, parce que la route qu'ils ont suivie pour arriver en Chine, justement, c'est la route qui longe la côte, hein, donc la côte sud de l'Asie. Quand je vois ça, quand je vois qu'ils ont pas fait beaucoup d'efforts pour essayer de refléter ça dans le documentaire, je me dis ouais, là vous essayez vraiment de faire passer quelque chose, et puis pouf, le feu est inventé en Chine il y a 1 million d'années. Spoiler alerte, c'est pas ça que dit le registre archéologique, hein. Bon, à ce niveau-là, le feu c'est archéologique, c'est une production humaine, donc je parle pas de registre fossile là, je parle de registre archéologique. Le registre archéologique, il fait naître le feu. Alors les premières traces de feu non contrôlées, ça vient de Swartkrans en Afrique du Sud, et ça a 1,8 million, voire 2 millions d'années. Je crois qu'on est plus proche d'1,8 million. Ça vient du membre 3 de Swartkrans, de la grotte de Swartkrans. Et après le feu contrôlé, possiblement 600 000 ans. Donc et c'est en Europe, et ben il me semble que c'est à Totavel. Il me semble que les plus vieilles traces de feu contrôlé, c'est à Totavel, et ça a 600 000 ans. Mais bon, à 1 million d'années en Chine, on est nulle part là-dedans, en fait. On n'est pas au feu non contrôlé il y a 2 millions d'années, et on n'est pas au feu contrôlé qui va arriver encore un demi-million d'années plus tard. Donc une fois de plus, ping, encore un truc qu'on essaie de faire, encore un truc dont on essaye de montrer une origine chinoise, alors que c'est pas forcément chinois particulièrement. On nous dit l'art figuratif né en Chine il y a 45 000 ans, c'est faux. C'est pas ça non plus. L'art figuratif, il naît en Indonésie il y a plus de 50 000 ans. Je crois que c'est 55 000 ans. Je vous montre ici une petite image. Hein, ça ressemble à un petit cochon. C'est un mammifère, quoi. C'est un mammifère et c'est figuratif du coup. Figuratif, ça veut dire qu'il représente quelque chose, là, contrairement aux lignes. Mais bon, heureusement, à 41 minutes, on nous montre Homo sapiens qui naît en Afrique et qui sort d'Afrique. Alors, et c'est là que ça devient assez drôle, en fait, c'est que je pense qu'à la base, le documentaire était beaucoup plus pro-multirégionaliste que ça, et qu'en fait, il y a un conseiller scientifique à un moment qui a tiré un trait en disant « là, non ». Et du coup, ils ont dû rajouter au dernier moment dans le documentaire une espèce d'infographie où en fait on zoome, donc on casse complètement la narration à ce moment-là. C'est pour ça qu'à mon avis c'est comme ça que ça s'est produit. On casse la narration, on sort du côté documentaire et là on voit l'image de la planète Terre avec une ligne qui sort d'Afrique et qui va vers l'Asie, où le narrateur nous dit et là l'humain il sort d'Afrique et il arrive en Asie. Donc à mon avis il y avait une version, il existe quelque part une version de ce documentaire où on transitionne sans trop se poser de questions entre Homo erectus d'Asie et Homo sapiens d'Asie. Si Homo erectus a donné Homo sapiens quelque part, c'est en Afrique, et le documentaire rend bien compte de ça, malgré quelques petits cailloux semés sur place dans lesquels il s'est peut-être un petit peu pris les pieds. Mais bref. Ça vient peut-être de cette décision artistique qui est de vouloir faire dérouler le documentaire exclusivement en Extrême-Orient. Je ne sais pas, c'est peut-être juste, voilà, du fait que le documentaire raconte l'histoire des humains, de l'évolution humaine, avec un focus sur l'Extrême-Orient, ça donne l'impression d'être très multirégional, alors qu'en fait c'était pas le but. Peut-être que je suis juste paranoïaque, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord, c'est possible aussi. Bref, et le reste qui va pas. Alors le reste qui va pas dans le documentaire, je pense que le plus gros et celui sur lequel vous m'attendez le plus, hein, d'ailleurs, c'est Gigantopithecus. Gigantopithecus qui n'est qu'un gros gorille, sachant qu'à la base Gigantopithecus c'est quand même plutôt un proche parent des orang-outans, hein. On a des analyses morphologiques et génétiques qui l'ont démontré maintenant. Donc Gigantopithecus, quitte à le représenter comme un gros primate, représentez-le comme Walt Disney l'avait fait dans Mowgli, à savoir comme un gigantesque orang-outan, mais pas comme un gigantesque gorille. Et en plus, Gigantopithecus en Indonésie. Bon, bah c'est dommage, hein, sachant que la plus grosse partie de votre documentaire se passe en Chine, et que là, en Chine, on a Gigantopithecus, c'est quand même dommage de faire bouger tes homos jusqu'en Indonésie pour y faire apparaître Gigantopithecus. Là, quand même, au niveau de la narration, il y a eu une petite déconnade, là. Il s'est passé un truc, là.
Il y en a un qui a réécrit des lignes sans prévenir les autres, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment où on nous montre la fameuse chasse à l'épuisement, hein. On court après le gibier, on le harcèle, et jusqu'à ce que le gibier tombe de fatigue. Bah justement, la chasse à l'épuisement, très cher documentaire, très cher Les Derniers Secrets de l'Humanité, la chasse à l'épuisement, ça se fait jusqu'à l'épuisement. Ça évite justement qu'il se passe ce qu'il se passe à 45 minutes dans ce documentaire, à savoir que tu te fais dégommer par un stégodon, quoi. C'est ridicule de faire des chasseurs-cueilleurs qui chassent à l'épuisement, mais qui, à la fin, attaquent quand même le stégodon, là, l'éléphant, malgré le fait que le machin soit pas épuisé du tout. Hein, la chasse à l'épuisement, ça se fait jusqu'à ce que l'animal n'en puisse plus. Ça se fait jusqu'à ce que l'animal ne tienne plus debout. 51 minutes 25, Sapiens se fait des scarifications. Oui, pourquoi pas, mais pas avec un biface. Homo sapiens avec son biface en train de se faire des scarifications, tu sais. Non, Sapiens, tu n'es pas un Homo erectus, Sapiens. Lâche ce biface immédiatement et va chercher un outil. Va chercher un outil qui correspond plus à ta culture, s'il te plaît. On finit au bout d'une heure par avoir Homo sapiens qui côtoie Floresiensis il y a 50 000 ans. Alors, côtoyer Homo floresiensis il y a 50 000 ans, pourquoi pas, mais Sapiens floresiensis, même s'ils ont vécu en même temps, même s'ils ont vécu au même endroit pendant une courte période, ou même en partant du principe qu'ils aient vécu sur l'île de Florès ensemble pendant une courte période, on n'a aucune indication qu'ils ont cohabité, à savoir qu'on trouve pas, contrairement à Néandertal et Sapiens, où par exemple dans la grotte Mandrin, on trouve des empilements d'outils, un coup Sapiens, un coup Néandertal, un coup Sapiens, un coup Néandertal. Là, on a, ce qu'on a à Florès, c'est juste de la culture floresiensis, et par au-dessus, il y a la culture Sapiens qui vient se foutre. Il n'y a pas d'intercalation. Rien n'indique qu'ils se sont côtoyés, et encore moins qu'ils aient échangé de la culture comme on les voit faire dans le documentaire. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt un grand nom, et d'ailleurs la chose qu'on sait de Sapiens et de ses relations avec Floresiensis, c'est que quand Sapiens arrive, Floresiensis disparaît. Donc a priori, si on devait faire l'hypothèse qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont taillé le bout de gras, c'était pas forcément pour s'échanger des joyeusetés. On nous donne des lampes à huile à 50 000 ans. Là, l'horloge à balancier du paléolithique, hein, à ce niveau-là, hein, pourquoi pas, la tour Eiffel. Non mais allez-y, tant que vous y êtes, hein, allez-y. Et en plus, du coup, ils se gèlent les meules, et comme ils se gèlent les meules, ils ont quoi? Des pantalons. À 30 000 ans. Bah oui. Tout à fait, oui. Pour conclure, mes impressions sur ce documentaire, c'est un peu comme le dernier sur la Terre des dinosaures, hein, Walking with Dinosaurs, où ils avaient fait un épisode numéro 2 sur le Spinosaurus, et j'avais fini par dire mais pourquoi vous parlez du Spinosaurus si c'est pour lui faire des trucs de pas Spinosaurus, si c'est pour lui faire des trucs dont on est certain que Spinosaurus ne faisait pas ça. Bah là c'est pareil en fait, c'est pourquoi vous prenez un documentaire et vous en faites un documentaire sur Homo erectus si c'est pour nous montrer Homo erectus avec des dents pourries alors qu'on sait qu'il les avait pas, si c'est pour nous montrer Homo erectus comme étant individualiste alors qu'on sait qu'il l'était pas, et que même au contraire il était hyper social, et on en avait parlé aussi encore il y a pas longtemps, hein, une société d'Homo erectus en Géorgie avec 4 générations je crois qui coexistaient ensemble. Pourquoi nous parler du multirégional alors que le machin... Enfin, pourquoi faire un documentaire qui flirte aussi près avec le multirégional alors que c'est une théorie qui est morte et enterrée depuis 1987. Du moins, le premier clou dans le cercueil, ça a été 1987, mais dans les années 90, elle était déjà morte, cette théorie, hein, avec les analyses génétiques. Donc pourquoi nous parler de choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec le sujet dont tu veux nous parler. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Je veux dire, pourquoi pas faire un fiction-fiction plutôt que de faire un docu-fiction? C'est pourquoi pas faire un docu-fiction et si Homo erectus avait suivi telle lignée, quoi, avait évolué de telle façon. Comme quand ils avaient fait le documentaire, la BBC avait fait un documentaire sur les dragons qui était
Bon, que moi j'avais pas aimé à l'époque parce que à mon avis il y avait pas assez de dragons. C'était même pas parce que c'était de la fiction, vous voyez, c'était juste pour moi il y avait même pas assez de dragons. Pour moi ils auraient dû aller encore plus loin. Voilà. Donc ils avaient fait un docu-fiction sur les dragons, la BBC. Et voilà, c'est bien. Tant que c'est très clair qu'on est sur un fiction au lieu d'être sur un docu-fiction, tant qu'on est très clair sur le fait que c'est du spéculatif, vous voyez, contrairement à Discovery Channel et ses documentaires sur les sirènes par exemple, tant qu'on est très clair sur le spéculatif, j'ai aucun problème avec ça. Moi le problème que j'ai, c'est de faire passer du spéculatif pour de la réalité. Voilà, pour moi le problème c'est utiliser le côté docu pour faire passer le côté fiction pour de la réalité. Moi, c'est ça mon problème avec les docu-fictions. Donc là, si vous étiez allé full spéculatif en disant « et si Homo erectus ?» et puis voilà, bah moi j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, non. Là, ça marche pas. Donc voilà, c'était mon avis pour les derniers secrets de l'humanité. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!